Alors, je vais commencer par une courte introduction. Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Merci, Monsieur Guetta, d'être avec nous ce soir. C'est un véritable honneur de vous recevoir. Nous avons environ 1h15 d'échange. La conférence sera rediffusée sur notre chaîne YouTube par la suite pour ceux qui veulent la partager ou pourquoi pas la revisionner, parce que ça se trouve, on ne s'en lassera pas. Monsieur Guetta, vous êtes député européen, mais aussi journaliste, diplômé du CFJ. Vous avez intégré le Nouvel Obs en tant que pigiste avant de rapidement passer journaliste permanent. En 1979, vous avez rejoint Le Monde pour son service étranger. Ensuite, de 91 à 93, vous êtes devenu rédacteur en chef de l'Expansion avant de prendre la tête de la rédaction de Nouvelle Obs jusqu'en 99. Vous avez également obtenu le prix Albert Londres en 81, c'est important de le mentionner. Alors, bien sûr, en 1991, vous rejoignez France Inter, vous présenterez la chronique géopolitique pendant 27 ans, ce qui fera de vous l'éditorialiste le plus écouté de France à cette période. En 2018, vous quittez votre chronique pour le plus grand malheur des quelques 1 800 000 auditeurs dont je faisais partie. En 2019, vous vous présentez aux élections européennes sur la liste Renaissance, soutenue par la majorité présidentielle et menée par Nathalie Loiseau, où vous figurez en 8e position. Vous êtes alors élu député européen en mai 2019 et vous intégrez alors le groupe Renew Europe, où vous rejoignez la commission des affaires étrangères. Alors, monsieur le député, lors de votre élection en 2019, vous avez déclaré qu'il était nécessaire pour l'Europe de s'affirmer sur le plan politique, sécuritaire et militaire comme une puissance. C'était la ligne de la liste Renaissance à l'époque, qui souhaitait une Europe unie face à la Chine et aux États-Unis. Alors, c'est également le cas de la volonté de la Commission européenne aujourd'hui, même si ce souhait se heurte malheureusement parfois à la misogynie de certains chefs d'État étrangers, comme on pourra l'évoquer. Il n'en reste pas moins qu'après avoir effectué plusieurs années, maintenant 2 ans et demi au Parlement européen, vous constatez que la crise politique qui découle de 2005 avec le référendum, la crise économique de 2008, la crise de 2015 migratoire et maintenant une crise sanitaire, économique et sociale et même psychologique, on pourrait dire, en fait, fracture l'Europe et fait que l'Europe a des divisions profondes en interne, ce qui est assez dramatique sur le plan européen. Le Brexit en 2016 a été un événement inédit. Pour la première fois, un pays membre, en l'occurrence la deuxième économie d'Europe et la deuxième puissance militaire, quittait l'Union. Et c'était la première fois qu'un pays faisait le chemin inverse de l'intégration. Donc, c'est assez important. Et depuis, on en parle. Ça a été réglé qu'il y a quelques mois, malheureusement. Et encore, on est loin d'avoir fini avec le Brexit. Et depuis, nous avons assisté à la montée des populismes en Hongrie, en Italie, en Pologne ou encore en Autriche, et même en France. Je rappelle que la liste du RN, qui arrivait en tête des élections européennes en 2019, était au coude à coude avec la liste Renaissance dont vous faisiez partie. Mais le RN est tout de même arrivé devant. Alors aujourd'hui, l'Europe apparaît aussi en retard dans de nombreux domaines, notamment le numérique. Nous n'avons pas été capables de faire émerger des GAFA européennes. Nous sommes totalement dépendants des États-Unis et de la Chine sur ce sujet-là. C'est quand même important pour notre souveraineté. Et donc, depuis un an, durant cette terrible pandémie de Covid-19, l'Union européenne a aussi montré des lacunes importantes et des failles systémiques. Certains parlent de Waterloo vaccinal aujourd'hui, parce que l'Europe a vacciné que 15% de la population européenne, alors que le Royaume-Uni est à peu près de 50% de la population et les États-Unis à peu près 40%, si je ne me trompe pas, dans les derniers chiffres, sans parler d'Israël, où la vie reprend peu à peu son cours depuis quelques semaines. Alors, je dresse volontairement un portrait négatif de l'Europe et extrêmement pessimiste, mais nous avons bien sûr de nombreux atouts européens, notamment en France, et vous allez les évoquer et détailler bien mieux que moi. Donc, Monsieur Guetta, je me permets de vous poser une question assez générale pour commencer cet échange. L'Union européenne peut-elle faire entendre sa voix au chapitre de manière collective et soudée, malgré les multiples crises qu'elle a traversées et qu'elle continue de traverser aujourd'hui? Je vous remercie. Vous savez, l'histoire de l'unité européenne, de la construction de l'unité européenne, et vous notez que je ne vous dis pas l'histoire de l'Union européenne, je vous dis l'histoire de la construction de l'unité européenne depuis la tentative avortée de la communauté européenne de défense au tout début des années 50, qui nous aurait permis si ça n'avait pas été un échec, si ça n'avait pas été tué dans l'œuf, de commencer par la politique plutôt que l'économie, eh bien, l'histoire de la construction de cette unité européenne est une histoire de crise permanente. Nous avançons constamment dans les crises. Et à chaque fois, on dit, oh là là, ça y est, c'est la fin, apocalypse Nao, ce n'est plus l'Union européenne, c'est la désunion, ce n'est plus la communauté, c'est la politique de la chaise vide du général de Gaulle, les portes qui claquent, le truc, le machin, etc., etc. Et puis, on n'a jamais cessé d'avancer. On n'a jamais cessé d'avancer. Et non seulement nous n'avons jamais cessé d'avancer, mais il y a tout lieu de s'en féliciter, puisque le traité de Rome instituant le marché commun a été pardonnez mon excellent français, a été un formidable booster économique des années 30. Ça a décuplé, démultiplié plus précisément, la croissance exceptionnelle de l'après-guerre, que évidemment
contrairement à ce que tout le monde, j'exagère, mais tant de gens disaient, l'introduction de la monnaie unique non seulement ne s'est pas soldée par un échec 18 mois ou 2 ans après, mais l'euro s'est imposé comme une monnaie d'échange internationale et comme la deuxième monnaie du monde, et elle est évidemment l'introduction de la monnaie unique un succès énorme. Et nous abordons aujourd'hui, c'est en tout cas la thèse que je défends, elle est contestée, elle est contestable, mais je la défends et je vais le faire pendant l'heure et quelques que nous allons passer ensemble. Nous abordons maintenant le début de la troisième étape, celle de la construction d'une unité politique. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Je vous dis cela parce que ça m'a frappé dès que je suis arrivé au Parlement européen, dans mes nouvelles fonctions et dans ma nouvelle vie d'homme politique. C'est très nouveau pour moi, ça reste d'ailleurs très nouveau pour moi. Eh bien, l'idée d'une défense commune de l'Union européenne, qui était véritablement une idée épouvantable aux yeux de tous les pays membres de l'Union, à l'exception de la France, n'est aujourd'hui plus du tout un tabou. Plus personne ne conteste cette idée. Chacun parle de la nécessité d'affirmer un pilier européen dans l'Alliance atlantique, parce que personne ne parle de sortir de l'Alliance atlantique, mais d'affirmer un pilier européen, donc une défense commune. Alors évidemment, dès qu'on parle d'affirmer une défense commune, il y a 1000 thèses, 1000 conceptions de cette défense commune qui commencent à s'affronter, qui vont s'affronter. Autant dire que les petites tempêtes, c'est même pas des tempêtes d'ailleurs, c'est des petits clapotis, on va y revenir, mais nous allons connaître une tempête sur la conception, la définition de cette défense commune. Nous allons connaître une tempête, peut-être encore plus forte d'ailleurs, sur le lancement de politiques industrielles communes, autre tabou qui est tombé. Il y a encore 3 ans, vous parliez de politiques industrielles communes, enfin la France parlait de politiques industrielles communes, et tous les autres répondaient en riant, mais enfin, chers Français, mais ça suffit, ce n'est plus le temps de Colbert, ce n'est plus le temps de Bonaparte, ce n'est plus le temps de la politique industrielle du général de Gaulle et même de Georges Pompidou. Ensuite, essuyez vos cadrans, comprenez que nous sommes dans une période nouvelle, que c'est le triomphe et le triomphe seul de l'entreprise et de l'entrepreneur, et laissez tomber cette idée baroque de politiques industrielles. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut des politiques industrielles, évidemment, notamment dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Et puis, troisième tabou qui est tombé, c'est cette idée aussi totalement française, jusqu'il y a très peu de temps, d'une souveraineté européenne sur la scène internationale, c'est-à-dire d'une souveraineté partagée entre les pays membres de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça veut dire, souveraineté européenne? Ça veut dire que nous ne prenons nos ordres nulle part, évidemment, et ça veut dire que nous tentons, parce que ça n'est pas joué, que nous tentons d'affirmer l'Union européenne dans son ensemble comme un acteur à part entière de la scène politique internationale et non plus seulement de la scène économique. Alors, vous voyez bien que évidemment qu'il y a plus que des difficultés sur les vaccins, que évidemment il y a l'incident d'Ankara, le Sofagate, on va en reparler tout de suite, que évidemment que la perception de l'Union européenne aujourd'hui dans les opinions publiques et dans les presses européennes et américaines et de partout, c'est oh là là, regardez, ils se disputent, ils ne mettent pas terme au confinement aux mêmes dates, les uns réclament des périodes de quarantaine et referment leurs frontières, etc., etc. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, passons à l'examen de ces crises, puisqu'on dit crise. À mes yeux, ce n'est pas du tout des crises, d'ailleurs. Mais enfin bon. Alors, passons à l'examen. Quand on examine cette question des vaccins, évidemment qu'il y a
2 bons mois de retard. Mais premièrement, ce retard, on est en train de le combler. Et deuxièmement, qui se souvient que la politique de santé n'est pas une compétence de l'Union européenne? Tous les États membres ont dit non, mais écoutez, chacun ses traditions médicales, sanitaires, etc. On ne peut pas communautariser un domaine psychologiquement et médicalement aussi sensible. Donc, chacun reste chez soi pour ce qui est de la santé et des politiques médicales. Ben, on en paye le prix aujourd'hui. Et on en paye le prix aujourd'hui et il faut se poser la question suivante. Est-ce que nous préférons donner plus de pouvoir aux institutions européennes dans le domaine de la santé ou bien en rester à la situation actuelle? Bon, écoutez, c'est un débat. Pour ma part, ce débat est totalement tranché parce que si nous avions eu une politique médicale européenne et que nous avions eu les instruments de développer cette politique commune, nous n'aurions sans doute pas pris ce retard. Deuxième point, parce que la Commission a relevé un défi absolument insensé sans avoir aucun moyen de le relever. Maintenant, deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que nous en serions mieux sortis si il n'y avait pas eu cette négociation menée par la Commission au nom des 27 États membres avec les laboratoires pharmaceutiques? La réponse est évidemment non. C'est là que véritablement on n'aurait pas eu 2 mois de retard, mais une anarchie et un désastre absolument épouvantable. Et c'est là que l'unité européenne aurait pu pour le coup être menacée. Je m'explique. Un pays s'en serait très bien sorti, l'Allemagne, puisque c'est 2 chercheurs allemands qui ont inventé ce nouveau vaccin qui fait des miracles et qui s'affirme, semble-t-il, je ne suis pas médecin, mais qui s'affirme, semble-t-il, comme le meilleur de tous sur le marché. La France, nous serions dans une situation absolument dramatique parce que pour notre honte et notre désespoir, notre grand laboratoire et l'Institut Pasteur, eh ben, en bon français, se sont plantés. Voilà. C'est comme ça. J'enrage de le dire, mais c'est la réalité. Et nous aurions été dépendants pour nos achats bien, de beaucoup de gens, des laboratoires, de nos concurrents, parce qu'il y aurait eu à ce moment-là des concurrents européens. Et maintenant, parlons des pays les plus pauvres ou les moins riches de l'Union européenne. Dans quel état seraient-ils? Je vais dire les choses très crûment. Ils seraient dans l'état que traversent tant de pays d'Amérique latine et d'Afrique aujourd'hui, parce qu'ils n'auraient pas les moyens, tout simplement, de surenchérir pour avoir des vaccins à leur disposition. C'eût été non seulement une honte, une gêne, évidemment, mais c'eût été aussi une catastrophe sanitaire. Parce qu'à ce moment-là, ben, à nos frontières, nous aurions des pays non vaccinés et totalement non vaccinés. Alors voilà, il faut un peu relativiser, comprendre réellement ce qui se passe, mais on y reviendra, j'en suis sûr, avec des questions. Et puis maintenant, parlons de ce qu'on appelle le Sofagate. Alors l'image, comme nous tous, quand je l'ai découverte sur un écran sur un écran d'ordinateur d'ailleurs, sur un écran, j'ai été comme tout le monde horriblement choqué, évidemment horriblement choqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que M. Erdogan a décidé d'humilier l'Union européenne? Eh bien non, c'est bien pire que ça. C'est que l'Union européenne s'est auto-humiliée. L'Union européenne s'est auto-humiliée parce qu'elle n'a pas demandé qu'il y ait 3 fauteuils. Elle n'a pas demandé qu'il y ait 3 fauteuils. Alors évidemment que M. Erdogan, sous cap, a bien dû rigoler de notre auto-humiliation et de notre gaffe. Évidemment qu'il faut se poser des questions sur la très mauvaise éducation de M. Charles Michel, le président du Conseil européen, qui, au-delà de la politique, des institutions, des préséances, etc., aurait dû tout simplement céder
son fauteuil à une dame et ne pas la laisser plantée là, debout devant lui, pendant qu'il la regardait en souriant, bien confortablement installée dans son fauteuil. Donc le premier fautif a été M. Charles Michel. Pourquoi est-ce qu'il l'a été? Parce qu'il veut affirmer le Conseil européen comme le premier acteur représentant l'Union européenne sur la scène internationale et dans les négociations internationales. Il y a une part d'ego là-dedans, bien sûr, évidemment, mais il y a aussi un véritable débat politique. Et qu'est-ce qui se joue derrière ce Sofagate si dommageable, pénible, ridiculisant pour l'Union européenne? Ridiculisant, c'est pas la mort de l'Union européenne, c'est un mauvais moment, pénible. Qu'est-ce qui se joue? Eh bien, il se joue le fait que l'Union européenne, précisément, est en train de s'affirmer comme un acteur de la scène internationale. Ce n'est que le début, ce n'est que les premiers pas, mais est en train de le faire, et qu'à ce moment-là, il se pose avec une force qu'on n'avait pas encore vue. La question de qui doit être l'acteur principal dans cette affirmation. Est-ce que ça doit être la Commission, c'est-à-dire l'exécutif supranational, ou est-ce que ça doit être incarné par son président, le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement? Vous voyez bien le débat. Est-ce que c'est la somme des États ou est-ce que c'est l'exécutif communautaire? Et c'est un vrai débat. Et pour ma part, je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Je tends à penser que ce devrait être plutôt le président du Conseil, mais peut-être que j'ai tort. Et j'entends les arguments dans l'autre sens. C'est un vrai débat, mais c'est un débat dont la profondeur est très révélatrice précisément de cette évolution positive et de cette affirmation de l'Union européenne sur la scène internationale. Alors vous voyez, quand les choses bougent, et bougent de plus en plus vite, on s'aperçoit que les institutions ne sont plus à la hauteur des enjeux que traverse, que vit, que veut, et des défis que veut relever l'Union européenne. Et donc la question maintenant, ça va être celle de la modification des institutions européennes. Et ça va être extraordinairement explosif, parce que je vous en ai donné l'exemple à propos de la politique étrangère. Est-ce que ça doit être le Conseil ou est-ce que ça doit être la Commission? Mais on pourrait multiplier les exemples. Le Parlement auquel j'appartiens veut affirmer son pouvoir. Les États sont plus que réticents. Les États membres, tous les États membres, sont plus que réticents parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette horde de va-nu-pieds qu'on ne contrôle pas et qu'on contrôle de moins en moins parce que c'est vrai que le Parlement affirme son autonomie et même son indépendance politique, j'entends bien entendu, et que les États ne sont pas contents. Alors est-ce que c'est positif que le Parlement s'affirme si vite? Je le pense, mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et il y a des arguments contre l'accélération de cette affirmation du Parlement, alors que nous n'avons pas une accélération parallèle de l'incarnation politique unitaire, un président de l'Union européenne, un exécutif de l'Union européenne. Voilà. Voilà, moi, un tableau rapide. Je pense que j'ai épuisé mon temps de parole, peut-être même que je l'ai dépassé, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai dépassé? Quelle heure est-il? Très bien, vous pouvez encore, si vous avez quelques arguments à ajouter, n'hésitez pas. Non, écoutez, vraiment, je suis un vrai coucou cloque. 20 minutes. C'est parfait, c'est ce que vous m'aviez donné. Donc, on va s'arrêter là et prendre des questions. Tout à fait. Alors, je rappelle aux participants que s'ils souhaitent poser des questions, ils peuvent les poser dans le chat et nous les relayerons. Sinon, ils peuvent tout simplement lever la main sur Zoom et nous allumerons leur micro. Alors, moi, avant qu'il y en ait une, j'ai une question, Monsieur Guetta, à vous poser. Vous avez parlé du Sofagate et de l'attitude de Monsieur Erdogan, bien sûr. Quelle position a adopté face à la Turquie aujourd'hui? Puisqu'on a vu que ce Sofagate n'est pas la première, en tout cas le premier coup politique entre guillemets de M. Erdogan, même si celui-là n'était pas que sa responsabilité. Il a quand même insulté Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Ah oui. Et puis, il y a eu aussi voilà, bien sûr, des débats sur les migrants et sur l'appartenance de la Turquie à l'OTAN. C'est des débats qui sont importants. Bien sûr. Quelle position européenne adopter face à M. Erdogan qui
la Turquie n'est pas non plus la plus grande puissance sur Terre. Pourtant, il arrive quand même à avoir une situation géopolitique qui fait que nous sommes aujourd'hui bien contraints de communiquer avec lui, de dialoguer et parfois d'être soumis à ses envies. Alors écoutez, d'abord, la Turquie, donc, évidemment, n'appartient pas au peloton de tête des puissances économiques aujourd'hui, mais c'est un pays qui a considérablement affirmé et développé son économie sous M. Erdogan, mais avant l'arrivée au pouvoir de M. Erdogan, il n'a fait que chevaucher un cheval qui avait pris son élan. Il l'a fait, cela étant, il l'a fait, et pas mal pendant 10-12 années. Et depuis, ça va de plus en plus mal. C'est de moins en moins bien, si vous préférez. Donc la Turquie est tout sauf négligeable. Démographiquement, c'est un grand pays. Et surtout, elle est exactement à la frontière entre l'Europe et le Proche-Orient. Est-ce qu'elle appartient à l'Europe ou pas? C'est un grand sujet de débat, très passionné, et qu'il est impossible de trancher puisque le continent Europe n'a pas de frontières. Et donc, en vérité, contrairement par exemple à l'Amérique, bon, le continent européen n'a pas de frontières. Ces frontières ont toujours été arbitraires ou subjectives, en ce sens que ça a toujours été des frontières politico-culturelles, politiques et culturelles. Alors, au XIXe siècle, au moment du Congrès de Vienne, il était mais absolument évident pour toutes les chancelleries de l'époque, sans aucune exception, que la Turquie était une puissance européenne à tel point qu'on dénommait l'Empire ottoman, la Turquie de l'époque, on dénommait l'Empire ottoman comme l'homme malade de l'Europe. Tout le monde disait, parce que c'était un homme malade déjà au XIXe siècle, mais c'était un homme malade, l'homme malade de l'Europe. Bon, aujourd'hui, les choses ont évolué, du moins dans des grands secteurs de l'opinion. On ne va pas trancher ce débat-là. Mais en revanche, on va constater quelques réalités. Premièrement, la Turquie est à nos frontières. Deuxièmement, les échanges entre la Turquie et l'Union européenne, les échanges commerciaux et donc économiques, sont extraordinairement importants. Ne me demandez pas de chiffres, je ne les ai pas en tête, mais sont extraordinairement importants. Troisièmement, l'armée turque n'est pas une rigolade. Et quatrièmement, aussi bizarre que ça apparaisse, la Turquie est un membre quasi fondateur de l'Alliance atlantique. Pas fondateur, mais à quelques années près, c'est vraiment un des tout premiers membres de l'Alliance atlantique, bien évidemment, bien avant les pays sortis du bloc soviétique et aujourd'hui membres de l'Union européenne comme de l'OTAN. Alors, il faut trouver un moyen de s'entendre. Avec la Turquie, ça n'est pas véritablement difficile. Avec M. Erdogan, c'est extraordinairement compliqué. Donc, il faut trouver les moyens de s'entendre avec M. Erdogan, c'est-à-dire instaurer avec lui un rapport de force, premièrement. Deuxièmement, ne pas injurier l'avenir, parce qu'un jour, M. Erdogan ne sera plus là, mais la Turquie sera toujours là. Et la Turquie, je crois, aspire profondément à s'européaniser encore plus qu'elle n'est déjà européanisée, parce que la Turquie, quand vous allez vous balader dans les grandes villes, est un pays extraordinairement européen. Donc tout ça est extraordinairement complexe, comme le sont d'ailleurs nos relations. Il y a un parallèle à faire, comme le sont nos relations avec la Russie de M. Poutine. Il ne faut pas injurier l'avenir avec la Russie, et il faut être extrêmement ferme, sans doute encore plus que nous ne le sommes aujourd'hui, avec M. Poutine, comme il faut l'être avec M. Erdogan. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce qu'en vérité, il faudrait 1h30 pour répondre à votre question, parce qu'il faudrait pouvoir examiner tout ce qu'est l'histoire à la fois de l'Empire ottoman, qui a aspiré depuis la moitié du XIXe siècle à se rapprocher de l'Europe et à imiter son modèle industriel, économique et même
politique, et même politique, il faudrait analyser ce qu'a été l'apport d'Atatürk et de la révolution républicaine et laïque en Turquie, et il faudrait analyser ce qu'est le parti AKP, le parti islamiste que dirige M. Erdogan. Tout ça est vraiment extraordinairement complexe. Merci beaucoup. Alors, une question dans le chat de Chartron qui demande que peut-on espérer de la future présidence de la France au Conseil donc de l'Union européenne en 2022? Est-ce qu'elle permettra de rapprocher davantage les États membres en vue de la création d'une véritable union politique? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette présidence française qui, par ailleurs, arrivera en même temps que les élections présidentielles? Alors, il faut oublier, quand on parle de l'Union européenne, quand on parle de politique d'une manière générale, est-ce que une élection, la présidence française de l'Union européenne, je ne sais pas, enfin tel ou tel événement politique va changer les choses du jour au lendemain en profondeur? Ça n'existe pas. Ça n'existe jamais, ni plus ni moins dans l'Union européenne qu'ailleurs. Alors, est-ce que la présidence française peut accélérer, peut favoriser, je dirais, des changements? Un, je l'espère. Deux, je reviens à mon petit topo introductif. Jamais l'Union européenne n'a été aussi française qu'elle l'est aujourd'hui. On l'oublie. Mais les idées dominantes aujourd'hui, dont tout le monde parle dans l'Union européenne, c'est les emprunts communs pour investir en commun. C'est bâtir une défense commune. C'est lancer des politiques industrielles communes, affirmer la souveraineté européenne sur la scène internationale. Mais attendez, qui disait cela? Qui disait cela si ce n'est la France? Alors, cessons de nous auto-flageller comme Européens, mais cessons aussi de nous auto-flageller comme Français. Au bout de 25 ou 30 ans, si ce n'est 40, nos idées, les idées françaises, et ça dépasse bien évidemment les couleurs politiques du président Chirac, Mitterrand, Macron, Pompidou, tout ce que vous voulez. Nos idées s'imposent. Pourquoi? Écoutez, je vais vous le dire très simplement et très immodestement, parce qu'elles étaient justes, parce qu'elles étaient bonnes et parce qu'elles anticipaient sur la perception des choses qu'on avait. Alors, je pense que la présidence française va précipiter, favoriser, parce qu'il y a une troisième concomitance, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est précisément faite pour amorcer des changements institutionnels, les changements institutionnels dont nous avons tellement besoin. Donc, je crois que la préoccupation, enfin j'en suis certain, que la préoccupation, l'objectif du président Macron sera, oui, d'impulser ces changements institutionnels. Mais ne nous faisons pas d'illusions, ces changements institutionnels, ils n'interviendront pas en 6 mois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, Monsieur Guetta. Pour rebondir sur donc, la question du Covid, le Royaume-Uni a eu besoin de nombreuses doses qui ont été produites en Europe pour mener leur vaccination. Comment expliquer que l'Union européenne ne réussisse pas à montrer l'ampleur de ses efforts sur la gestion des vaccins? Est-ce que l'Union européenne et l'Europe n'est-elle tout simplement pas assez audible, selon vous? Écoutez, comment vous répondre sans être trop brutal? En matière de communication, la règle européenne, c'est de foirer. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand une bonne décision se prend au niveau de l'Union, c'est-à-dire aussi bien au sein du Conseil, par un compromis entre les 27 et hier 28 chefs d'État et de gouvernement, ou à la Commission, ou au Parlement,
les diverses chefs d'État et de gouvernement ou nos hommes politiques, dont je fais partie maintenant, rentrent à Paris, à Berlin, à Rome, etc., en disant badaboum, badaboum, regardez, grâce à moi, ils, sous-entendu ces crétins de Bruxelles, ils ont enfin adopté une bonne politique et rompu avec les mauvaises. Et puis, quand il faut prendre des décisions douloureuses, quelles qu'elles soient, ou impopulaires, à juste ou mauvais titre d'ailleurs, mais enfin des décisions qui sont impopulaires, les mêmes rentrent dans leur capitale en disant c'est épouvantable, ils nous imposent une chose terrible contre laquelle j'ai lutté. Puis quand vous regardez ce qui s'est passé réellement, le même ou la même qui dit contre laquelle j'ai lutté a en vérité poussé à cela. Alors, c'est le premier problème. Le deuxième, pourquoi? Parce que, évidemment, que dans chacun des États membres, celui qui reste le plus audible est le chef du gouvernement ou le chef de l'État, beaucoup plus que le président ou la présidente de la commission, parce que, à part l'exception de Jacques Delors, qui a été une unique exception, il n'y a pas eu d'incarnation assez rayonnante de l'Union européenne pour que cette personnalité soit connue véritablement comme incarnant l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de voix européenne, je veux dire de voix communautaire, qui porte assez pour défendre des politiques ou donner des explications. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que de même que lorsque vous demandez, vous posez quelques cols, pourtant pas vraiment sorcières, à un citoyen français sur la répartition des rôles entre le Sénat et l'Assemblée nationale, entre le Premier ministre et le chef de l'État, etc., bah, il sèche généralement. Si vous posez la question sur quelles sont les compétences de la Commission, qu'est-ce que c'est que la Commission, qu'est-ce que c'est que le Conseil européen, mais les gens l'ignorent en général. Et l'ignorent, et la presse à laquelle j'appartiens, vous vous rendez compte, j'appartiens à deux corps détestés aujourd'hui, la presse et le monde politique. C'est terrible. Bon, enfin bref. Mais c'est comme ça. La presse, comme les hommes politiques, d'ailleurs, ne disent jamais, ne nomment jamais les institutions européennes. On ne dit jamais la Commission a décidé, le Parlement bloque ou propose, le Conseil bloque ou propose, etc. Non, on dit Bruxelles. Ça ne veut rien dire, Bruxelles. Bruxelles, c'est une chose. C'est la capitale de la Belgique. Il se trouve que la capitale de la Belgique est la ville haute ou la ville hôtesse, je ne sais pas comment il faut dire, plutôt la ville haute des institutions européennes. Mais à part ça, Bruxelles, quand on veut dire par là l'Union européenne, ça ne veut rien dire parce que ça peut être soit le Parlement, soit la Commission, soit le Conseil, et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est comme si vous disiez, parlant de la France, que l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est la même chose que l'Élysée. Ben non, c'est pas la même chose que l'Élysée. Et il y a souvent des luttes d'influence, des luttes politiques, etc. Et quand on ne dit pas Bruxelles, on dit l'Europe. Et là, de nouveau, pardon, mais l'Europe, c'est un continent. L'ensemble auquel nous appartenons s'appelle l'Union européenne, dont ne font pas partie, excusez du peu, l'Ukraine, la Géorgie, la Fédération de Russie, la Moldavie et combien d'autres pays du continent européen, et principalement la Fédération de Russie qui, excusez du peu encore, est le pays le plus étendu du monde. Et maintenant, le Royaume-Uni aussi. Pardon? Et maintenant, le Royaume-Uni qui fait partie de l'Europe. Et maintenant, absolument, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et maintenant, le Royaume-Uni. Donc, si vous savez, si on commençait par nommer les choses, les gens comprendraient un petit peu mieux de quoi on parle. Parce que
je disais tout à l'heure à notre ami que, avant qu'il n'ouvre l'antichambre, comme il disait, que j'arrivais juste de Bruxelles. Ben, aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, dans les couloirs du Parlement européen, on entend pique-pendre sur la Commission et le Conseil, qui sont responsables de tous les malheurs du monde. Et dans les couloirs de la Commission et du Conseil, on entend pique-pendre sur ce Parlement qui est responsable de tous les malheurs du monde. Ben oui, évidemment, parce qu'on ne déforme pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes conceptions, et c'est très bien, parce que nous ne sommes pas le Parti communiste chinois, nous sommes une société pluraliste, heureusement. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu tout le monde en fait parle de Bruxelles comme si c'était évident qu'on parle de l'Union européenne. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que l'Union européenne boxe un petit peu au-dessus de sa catégorie, veut faire un petit peu comme les États-Unis quand on parle Washington a dit que, Moscou a dit que, enfin, Mais oui, prétendrait forcément à avoir un rôle qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a plus. Qu'est-ce que vous en pensez? mais oui, mais ce n'est pas l'Union ou les institutions européennes qui prétendent ça. C'est la formidable ambiguïté des opinions et des presses des États membres. Parce que à la fois, on a tendance à ridiculiser, ridiculiser ou traiter avec dédain les institutions européennes parce qu'elles s'occupent de choses dérisoires. Vous savez, le fameux exemple. Il y a une directive sur l'harmonisation des chasses d'eau dans l'Union européenne, il y a une dizaine d'années. Oh là là, l'éclat de rire général. Mais vraiment, il passe le mur du son, etc., etc., et il s'occupe des chasses d'eau, il ne pourrait pas s'occuper de quelque chose de sérieux, etc. On oubliait une chose, tout simple, c'est que la Commission est responsable des économies sur cette valeur fondamentale qu'est l'eau. Et comment est-ce qu'on s'attaque au gaspillage d'eau tellement énorme, tellement gigantesque, si ce n'est précisément en prenant des règles communes sur le fonctionnement des chasses d'eau? Parce que je vous rappelle, enfin vous connaissez, 5 litres à chaque fois ou 1 litre à chaque fois. C'est aberrant, c'est aberrant. Bon, évidemment qu'il faut s'attaquer à des problèmes de ce genre-là. Alors, on dit, voilà, cette Union européenne qui s'occupe de la taille ou du calibre des concombres, etc. Et en même temps, on attend qu'elle s'occupe des vraies choses. Et quand elle ne le fait pas suffisamment, parce qu'on ne donne pas aux institutions européennes les pouvoirs qu'elles devraient avoir, on les critique. Et l'affaire des vaccins est formidablement parlante de ce point de vue, parce qu'on a toujours refusé, tous les États membres ont toujours refusé de donner le moindre pouvoir médical, sanitaire aux institutions européennes. Et puis quand il y a une pandémie, on dit ça vraiment, alors quelle bande de nullards. Non, ce n'est pas une bande de nullards, c'est une valeureuse petite commission qui s'est pas mal débrouillée, alors que vous lui refusez depuis des décennies tout pouvoir en matière médicale. Pas tout pouvoir. Il y a une agence européenne du médicament. Et ça se limite à ça. Ça n'est pas rien d'ailleurs, mais ça se limite à ça. Merci beaucoup pour cette réponse, M. Guetta. C'est une question du chat qui a été posée par Arthur. Oui. Il nous demande quel pourrait être le prochain grand traité de l'Union européenne. Est-ce que ça pourrait être un traité tourné vers l'harmonisation économique, politique, voire qui sait, écologique? Réponse honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux vous donner mes souhaits, mais des prédictions, non. Parce qu'il y a beaucoup de conceptions en lice, que cette bataille de conception relève de vrais débats, vraiment, de vrais débats. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure
sur la commission, sur la politique étrangère de l'Union, plutôt commission ou plutôt conseil, etc. Ce que je souhaite ardemment, c'est qu'on fasse, qu'on sorte de la règle de l'unanimité en matière fiscale et sociale. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir du dumping social et du dumping fiscal. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, un État membre de l'Union européenne puisse faire la nique aux 26 autres en proposant des impôts sur les sociétés quasiment nuls ou ridiculement bas. Ça n'est pas possible. Simplement, ça n'est pas possible. Et Dieu merci, maintenant, M. Biden propose une fiscalité plancher sur les sociétés et je pense qu'on va y arriver. Ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple, mais je pense qu'on va y arriver ou en tout cas qu'on va faire des progrès et je crois qu'il n'est pas impossible qu'en quelques années, pas en quelques semaines, pas en quelques mois, on sorte de la règle de l'unanimité dans ces domaines. Beaucoup, dont moi, souhaiteraient qu'on sorte de la règle de l'unanimité en politique étrangère. Mais quelle que soit la profondeur de mes souhaits, je ne le suggère pas vraiment. Parce que la politique étrangère, au bout du compte, ça peut être la question de la guerre ou pas la guerre. On ne prend pas la décision d'entrer ou de ne pas entrer en guerre à la majorité fût-elle qualifiée. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. D'autre part, la politique étrangère, c'est aussi des rapports historiques, des connivences culturelles, des convergences d'intérêts si profonds qu'on ne peut pas non plus dire on passe, en tout cas pas si vite, pas immédiatement, à la règle de la majorité qualifiée. Je crois malheureusement qu'il faut, pas il faut, parce que je souhaiterais le contraire, mais que nous sommes condamnés, si nous sommes rationnels et intelligents, à en rester à la nécessité du consensus en politique étrangère. D'autres choses, il faut que nous ayons des listes supranationales aux élections européennes. Il faut affirmer des grands courants, des grands partis, je préfère le mot courant en l'occurrence, des grands courants politiques qui soient transnationaux, et donc que nous ayons une liste. Je ne veux même pas prendre des étiquettes politiques, mais une liste blanche, une liste bleue, une liste jaune, etc., qui, comment dire, ne soit pas des listes nationales, mais des listes transnationales pour affirmer un échiquier politique européen. C'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental parce qu'il y a encore trop de primauté donnée à l'appartenance nationale des députés. Non, c'est ridicule, c'est ridicule. Il faut passer à l'appartenance politique pure et simple. Alors bon, c'est déjà fait partiellement, puisque les groupes politiques au Parlement sont transnationaux, évidemment. À Renew, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Roumains, il y a des Scandinaves, il y a des Néerlandais, il y a un Italien, des Espagnols, etc., etc. Bien sûr, mais au sein de chaque groupe, il y a ce qu'on appelle les délégations. Il y a la délégation française, la délégation allemande, etc., etc. Et je constate que trop souvent, on négocie entre délégations. Je n'aime pas ça. Je pense que c'est une absurdité. Je pense que ça ne répond pas à ce qu'est d'ores et déjà l'Union européenne. Écoutez, dans ce qu'on appelle donc la délégation française au sein de Renew, il y a un Italien, l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes d'Italie, Sandro Gozzi. Eh ben, je me sens très souvent très proche de Sandro Gozzi et plus proche de lui que d'autres députés français de ma délégation. Donc ça n'a pas grand sens tout ça. Et puis,
sortons même de la délégation française dans Renew, je me sens très très proche de députés d'autres nationalités, éventuellement même d'ailleurs d'autres groupes, parce que, puis je vais terminer là-dessus, sur ce point en tout cas, parce que les frontières politiques aujourd'hui au Parlement européen sont extraordinairement artificielles. Je constate tous les jours que sur chaque sujet ou presque, il y a des convergences tout à fait étonnantes entre des membres du PPE, des membres de Renew, des sociodémocrates et des Verts. Et puis en face, des convergences contraires entre des membres du PPE, de Renew, des Verts, etc., etc. Et en vérité, il y a des lignes politiques. Il y a non seulement des aspirations, des couleurs politiques transnationales qui s'affirment, mais il y a aussi un nouvel échiquier politique que moi je vois s'esquisser en pointillé au Parlement européen et qui, je le crois, préfigure à 15 ans, peut-être même 25, j'en sais rien, préfigure à moyen, long terme une évolution profonde des échiquiers politiques en Europe. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Alors maintenant, j'aimerais passer sur le numérique, puisque je pense que c'est un sujet très intéressant et parfois sous-estimé. Est-ce que vous pensez, comme le pense Laurent Alexandre, que l'Europe est amenée à devenir une colonie culturelle numérique de la Chine et des États-Unis dans 10 ans? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ce n'est pas du tout écrit. Nous pouvons avoir demain une ou plusieurs inventions qui soient faites dans tel ou tel pays de l'Union européenne, c'est-à-dire dans l'Union européenne, et dont les brevets soient pris par une ou entreprise pan-européenne. Et les choses peuvent bouger très très vite. Regardez à quelle vitesse les choses vont. Qui aurait parié sur 2 chercheurs immigrés turcs en Allemagne? C'est les Joliot-Curie du XXIe siècle. Parce que non seulement leurs découvertes nous ont fait découvrir un vaccin contre la Covid, contre le virus, en une poignée de mois. Mais dit-on, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais enfin, je lis des papiers autorisés dans des journaux sérieux. Leur découverte va permettre de renouveler complètement la lutte contre le cancer et beaucoup d'autres maladies. Qui l'aurait cru? Ça s'est passé en Europe. Qui plus est avec 2 Turcs. Merci beaucoup. Je vais reprendre une question d'Émile dans le chat qui vous demande si vous croyez en une harmonisation fiscale européenne. Oui. Vous savez, en 2008, quand il y a eu les premières mesures prises contre les paradis fiscaux, beaucoup de sceptiques ont dit « Oh, blablabla, c'est pas vrai, du blablabla, etc. etc. » Et moi, je disais « Écoutez, non. Ça a changé parce que les États ont besoin, appelons les choses par leur nom, ont besoin de fric. Et ils n'en peuvent plus des paradis fiscaux. Et donc, ils vont réellement lutter contre les paradis fiscaux. Et il y a eu effectivement une lutte qui n'est pas totalement victorieuse, bien entendu, mais quand même qui a marqué des points. Posez la question aux Suisses et même aux Luxembourgeois. Posez-leur la question. Beaucoup de choses ont changé. Alors évidemment, il reste des paradis fiscaux beaucoup plus lointains, au cœur de l'Asie, au cœur des îles, je ne sais pas où, etc. etc. Mais vous savez, le pharmacien fraudeur de telle petite ville, la grande multinationale fraudeuse des États-Unis ou de l'Union européenne, planquer leur fric en Suisse ou au Luxembourg, ou mettre leur siège social
au Luxembourg ou en Irlande pour ne pas payer quasiment pas d'impôts, c'est une chose. Aller le planquer dans une île dont on connaît à peine le nom, ou dans un État très lointain, ou dans une banque de Shanghai, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, on a marqué des points contre les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, de nouveau, nécessité fait loi. Tous les États ont besoin d'argent. Tous les États ont besoin d'argent pour relancer nos économies après la crise de la Covid. Et donc, nécessité fait loi. Et je crois beaucoup à une harmonisation non seulement européenne, mais entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça, je vous le disais tout à l'heure, ça va être compliqué, ça va être une foire d'empoigne, naturellement. Mais ça, de nouveau, ça va être une foire d'empoigne parce qu'on aborde les vrais problèmes. Il n'y a pas de foire d'empoigne quand on n'aborde pas les vrais problèmes. Alors là, on dit, oh, il n'y a pas de problème dans l'Union européenne. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas non plus de solution. Et donc, à ce sujet beaucoup plus économique, vous avez dit que, donc, bien évidemment, les pays vont avoir besoin d'argent pour relancer après la crise du Covid. Quant à la dette, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'un moment hamiltonien de mise en commun des dettes pour l'Europe? Est-ce que c'est trop prématuré? Qu'en pensez-vous? Alors, écoutez, moi, je m'insurge totalement, je ne sais pas contre vous, hein, mais en général, contre l'emploi de cette expression, la mise en commun des dettes. Je dis qu'il faut emprunter en commun pour investir en commun, et non pas pour combler nos déficits. Alors, bon, on peut dire que si on emprunte pour investir, ça nous permet évidemment de combler nos déficits par ailleurs, puisqu'on emprunte pour investir d'un autre côté. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Et psychologiquement et même économiquement, parce qu'il y a une incitation à ce moment-là, non plus à payer les dettes occasionnées par les frais de fonctionnement des États, mais une incitation à investir dans l'avenir. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout la même chose. Et investir dans l'avenir, c'est évidemment favoriser la résorption des bénéfices. Ça va de soi. Mais c'est aussi favoriser l'affirmation dans une quatrième révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, qui a tout pour devenir une quatrième révolution industrielle, avec beaucoup de problèmes. Enfin, ça, c'est un autre débat. Ben, c'est pas du tout la même chose. C'est évidemment pas la même chose. Si nous rations, parce que nous n'allons pas la rater, si nous rations cette révolution industrielle, alors oui, là, il faudrait se poser des questions. Il faudrait se poser des questions parce que nous pouvons devenir, si nous manquons d'audace, nous pouvons devenir Venise. Venise a été la première puissance économique du monde. Enfin, il y avait la Chine à l'époque, mais enfin, on ne le savait pas. Mais du monde que nous connaissons, du monde méditerranéen fondamentalement, de la Mare Nostrum, il faut dire. Et puis, Venise est devenue un petit musée, très très beau, enfin un petit musée. Alors, nous pouvons devenir un grand musée. Mais nous pouvons devenir aussi, car n'oublions pas que nous sommes, comme Union européenne, la deuxième puissance économique du monde. Ce n'est pas la Chine, aujourd'hui encore. C'est l'Union européenne. Et il y a eu même 1 ou 2 années, je ne sais plus lesquelles, où nous étions à égalité avec les États-Unis. C'est toujours le cas après le Brexit? Excusez-moi? C'est toujours le cas après le Brexit? Alors, je crois que nous sommes toujours, mais vraiment ric-rac, mais vérifiés. Je crois que nous sommes toujours, mais vraiment ric-rac, mais les chiffres d'abord ne sont pas déjà probants. Ne sont pas déjà probants. Mais enfin, écoutez, nous sommes en tout cas dans le trio de tête. Ça, c'est certain. Alors,
là encore, on en revient à ce problème de vocabulaire et de choix de présentation. Vous entendez souvent, ou vous lisez souvent, des comparaisons entre la puissance économique de l'Union européenne d'une part, de la Chine et des États-Unis de l'autre. Non, non. On compare la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, hier, avec l'économie américaine et l'économie chinoise. Mais enfin, nom de Dieu, ça existe l'Union européenne. Nom de Dieu, il y a un marché commun, il y a des règles communes posées à ce marché, il y a des normes communes que nous tendons à imposer d'ailleurs au monde, que nous tendons à imposer au monde dans bien des domaines. Et parlons de l'Union européenne. Cessons de parler de Bruxelles, cessons de parler de l'Europe. Parlons de l'Union européenne, de ses atouts, de ses faiblesses naturellement, mais aussi de ses atouts et de ses succès, car elle en a. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on va prendre la question de Carmen et Benoît dans le chat. Pensez-vous que le Brexit est ouvert à la porte de Pandore, donc avec les médias qui dépeignent souvent un Royaume-Uni triomphant dans les négociations avec l'Union européenne et qui était prête à faire de nombreuses concessions? Le triomphe économique et même politique de la Grande-Bretagne, j'attends de le voir. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Just the opposite, actually. Et la Grande-Bretagne, les citoyens britanniques, les Brexiteurs en tout cas, les Brexiteurs, pas les opposants au Brexit, ont rêvé de redevenir ce que la Grande-Bretagne avait longtemps été, c'est-à-dire l'allié privilégié en Europe des États-Unis. Et regardez ce qui se passe. Les États-Unis s'empressent de trouver, Dieu merci, d'ailleurs je m'en félicite, des terrains d'entente avec l'Union européenne dans tous les domaines, politiques, économiques, industriels, etc., commerciaux, bien sûr, pas avec la Grande-Bretagne, avec la Grande-Bretagne aussi, mais pas plus avec la Grande-Bretagne qu'avec la Suisse ou la Norvège. Ce qui compte, parce qu'ils sont réalistes, ce qui compte aux yeux des Américains, c'est l'Union européenne, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Je suis désolé. Et vérifier mes chiffres, mais je les ai entendus hier de personnes dans la bouche de personnes sérieuses. Je crois que pour l'instant, les exportations britanniques vers l'Union européenne ont baissé de 60%. 60 ou 40? Je ne sais plus. Pardon. Je ne sais plus s'il en reste 60% ou si ça a baissé de 60%. Je n'ai pas mes fiches sous les yeux. Elles sont à Bruxelles. Mais en tout cas, un recul absolument colossal. Absolument colossal. Il semblerait aussi, j'ai posé la question parce que ça m'intriguait beaucoup, que en revanche, les exportations de l'Union européenne n'aient pas baissé vers la Grande-Bretagne, qu'elles soient restées stables, et tout cela parce que les grands Bretons, en vérité, n'ont pas anticipé, c'est très étrange, n'ont pas anticipé, industriellement parlant, le Brexit, alors que les entreprises de l'Union européenne ont considérablement anticipé le Brexit dans les deux sens. Ils sont beaucoup mieux préparés. Il y a aussi le fait que les échanges, que la Grande-Bretagne exporte beaucoup de denrées alimentaires, et vous avez certainement lu des papiers sur le drame des producteurs de fruits de mer britanniques. Leurs fruits de mer pourrissent, tout simplement parce qu'il y a 4 jours de paperasserie et qu'ils n'ont pas prévu le coup. Alors qu'ils auraient pu. Mais bon, on leur avait tellement dit qu'avec le Brexit, on rasait gratis et que la Grande-Bretagne redevenait la mère des mers et la première puissance des mers MERS, pas E accent grave RES, et la première puissance du monde, beaucoup de gens, malheureusement, et je ne m'en réjouis pas parce que je suis très anglophile,
tombe de l'armoire. Tombe de l'armoire. Le Brexit est un triomphe du mensonge et de la fake news, et une tristesse et un déchirement épouvantable. Épouvantable. Parce qu'évidemment que la Grande-Bretagne appartient à l'Europe, à notre culture. Et évidemment que la Grande-Bretagne avait toute sa place dans l'Union européenne. L'aura demain, d'ailleurs. Parce que si vous me demandez une confidence que je vous fais volontiers, je suis persuadé que la Grande-Bretagne reviendra dans l'Union européenne. Pas demain matin, bien sûr. Elle reviendra. Merci beaucoup, monsieur le député. Concernant l'Europe de la défense, qui a été proposée aussi par Renaissance lors de la campagne des européennes, Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut construire une Europe de la défense sans le Royaume-Uni, justement? Et est-ce que ça rejoint une question du chat? Est-ce que vous voyez le couple franco-allemand aussi qui est un moteur en économie aujourd'hui dans l'Union européenne, comme moteur de la défense de demain, et donc Oui. les relations à avoir avec l'OTAN notamment? Oui. Écoutez, on ne peut pas assurer une défense crédible des pays européens, je ne dis pas de l'Union européenne, des pays européens, donc Grande-Bretagne comprise, sans une collaboration très forte dans le domaine de la défense et de la sécurité avec la Grande-Bretagne, qu'il faut évidemment développer. Mais la Grande-Bretagne ne sera pas partie de la défense commune, puisqu'elle a fait un choix contraire avec le Brexit. Il y aura évidemment une importance primordiale de la France et de la Grande-Bretagne, mais aussi de l'Italie. Les industries d'armement italiennes, ce n'est pas rien, mais aussi de la Suède, mais aussi dans des domaines peut-être moins importants de beaucoup d'autres pays. Évidemment que le rôle moteur reviendra et revient déjà. Voyez les négociations sur l'avion de combat, sur le char et l'avion de combat principalement, avec l'Allemagne. Ces négociations sont extraordinairement difficiles. Et il y a l'habituelle armée des ricaneurs qui dit « Ah, vous voyez bien, on n'y arrivera pas, etc. » Mes chers amis ricaneurs, ouvrez vos livres, ouvrez vos livres et regardez l'ampleur, l'océan de difficultés dans lequel s'était créé Airbus. Mais ça avait été bien pire que les tiraillements d'aujourd'hui sur les rivalités industrielles évidentes entre la France et l'Allemagne. Alors, M. Dassault fait sa crise de nerfs, M. Dassault allemand, je ne sais pas comment il s'appelle, fait sa crise de nerfs, etc. Bah, on y arrivera. Forcément qu'on y arrivera. Parce que, pour la troisième fois dans notre conversation, nécessité fait loi. Je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à votre question. Non, si, vous avez répondu à la question. Oui. Tout à fait. Merci, Monsieur Guetta. J'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour devenir parlementaire européen? La peur du ridicule. Depuis 89, j'écris et je dis chaque matin que rien n'est plus important que l'affirmation de l'unité européenne. Et je le pense. Et je le pense de plus en plus. Et on me propose de devenir député européen et je refuse. Ça ne devrait pas être très sérieux, premièrement. Deuxièmement, j'avais déjà arrêté la chronique de France Inter quand on m'a fait cette proposition. Je n'ai pas quitté France Inter pour devenir député. Beaucoup de gens le croient. Non, pas du tout. J'avais quitté France Inter d'ores et déjà, enfin déjà quand on m'a fait cette proposition. Je m'étais lancé dans un projet d'une série de bouquins qui me plaisait beaucoup, dont je rêvais depuis très longtemps d'ailleurs. J'avais commencé à le faire avec un premier livre qui était sorti avant le début de la campagne pour les élections européennes. Et je me suis dit plus personnellement et plus égoïstement, si l'on veut, que en plus, quand on vous proposait de connaître une troisième vie à l'âge que j'ai, il n'y avait vraiment pas de raison de cracher là-dessus. Et je connais une troisième vie.
J'ai eu une vie de journaliste de presse écrite, j'ai eu une vie de journaliste de presse radio, essentiellement de presse radio, je continue à écrire, bien sûr. Euh, je deviens, à mon âge, 70 ans pour ne rien vous cacher, je deviens un jeune homme politique. Mais écoutez, c'est formidable. J'apprends, je découvre, j'apprends parfois avec beaucoup de tristesse d'ailleurs, parce que je découvre des choses épouvantables, mais et parfois avec de grandes joies, parce qu'il y a des moments formidables aujourd'hui au Parlement européen et dans l'Union européenne, étant donné ce triomphe des idées françaises dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, ce triomphe des idées françaises. Non, je ne dois pas parler comme ça. Ce triomphe des idées intelligentes est nécessaire. Merci, monsieur. Du coup, on va prendre une question du chat qui est un peu plus portée sur des questions budgétaires de la Commission, parce qu'elle a permis aux États membres, pendant la crise du Covid, de ne plus avoir à respecter certaines clauses du pacte de stabilité. Ah bah, les clauses fondamentales. Oui. Oui, pardon. Notamment ce qui concernait la règle du déficit public. Et aussi Et le de blocage l'endettement. Oui, ouais. Et aussi le blocage par la Commission de certaines fusions visant à former des champions européens. Elles ont fait polémique. Et donc, est-ce que l'UE doit poursuivre ce mouvement ou au contraire abandonner certaines règles, certaines de ces règles économiques? Je pense absolument que nous devons sortir de ces deux règles que j'ai toujours considérées comme parfaitement idiotes, des 3% maximum de déficit budgétaire et de 60% sur la dette, parce que tout dépend pour ces plafonds d'endettement et de déficit. Tout dépend des besoins, tout dépend de la conjoncture, tout dépend de l'état du marché. Et évidemment qu'on ne gère pas les budgets de la même manière en période de pandémie qu'en période de bonne santé générale. Un enfant de 6 ans le comprendrait, mais vraiment, vraiment un enfant de 6 ans le comprendrait. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il a fallu 3 heures à la Commission pour suspendre l'application de ces règles que personne n'a protesté, Aucun pays membre de l'Union européenne n'a protesté. Alors, est-ce qu'on va revenir à ces règles? Je ne le souhaite pas, parce qu'elles ne m'ont jamais semblé bonnes. Et deux, je ne crois pas qu'on reviendra à ces règles. Je ne crois pas qu'on reviendra à ces règles parce que, comme vous l'avez remarqué, de Washington à Paris, en passant très largement par Berlin, mais aussi par Rome, Madrid, même les Pays-Bas, ça commence là-bas. Nous assistons à la résurrection de Keynes et nous sortons de 40 ans de Reagano-thatchérisme. Et du triomphe des Chicago Boys et de leur théorie. Pourquoi? D'abord parce que ces théories n'étaient pas bonnes, enfin, les yeux débattent, je vous le dis comme je le pense, comme je le crois, mais surtout parce qu'elles sont devenues totalement inadéquates à la période, totalement inadéquates, et que chacun le comprend bien. Et qu'il est difficile aujourd'hui pour les plus Reagano-thatchériens de plaider le Reagano-thatchérisme, alors que M. Biden mène la politique que l'on sait à Washington et que M. Johnson ne se préoccupe pas véritablement du niveau de son déficit budgétaire. Et il a raison. C'est le seul point sur lequel je l'approuverai. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Guetta. Alors, l'heure commence à tourner, donc on peut faire une dernière question assez générale pour que vous puissiez aborder les sujets à l'intérieur. Est-ce que vous êtes fédéraliste pour une Europe fédérale, à l'image des États-Unis d'Amérique et des États-Unis d'Europe, dont parlaient plusieurs écrivains, dont un très connu? Vous voulez peut-être parler de Victor Hugo? Tout à fait, bien sûr. D'accord. C'est un de mes textes favoris. Bien sûr. Je pense que c'est un des textes politiques les plus beaux
qu'on connaisse, et je ne me lasse jamais de lire et de relire ce texte. Vous pensez qu'il est encore efficient aujourd'hui, qu'il est encore d'actualité? Vous pensez qu'il prend forme aujourd'hui? Alors maintenant, j'en viens à votre question. D'accord. Je suis un fédéraliste européen, je l'ai dit très souvent et écrit. J'aspire aux États-Unis d'Europe, bien sûr, bien sûr. Je ne pense pas que le temps en soit venu. Donc, j'aspire à toutes les mesures qui permettront d'aller le plus vite possible vers cela. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et vouloir précipiter le mouvement en tordant le bras à l'histoire, aux cultures nationales, aux cultures politiques, au désir des peuples des 27 États membres, eh bien, tout simplement, ce serait la recette d'un échec. Et comme je n'ai pas envie d'un échec de l'Union européenne, que j'ai au contraire envie de son épanouissement futur dans les États-Unis d'Europe, je ne suis pas partisan de précipiter artificiellement le mouvement. Mais c'est mon but. Je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas parce qu'on ne l'atteindra pas de mon vivant. Bien sûr que non. Est-ce que nous, on le verra? J'allais le dire, vous, c'est possible. Mais vous serez déjà grand-père. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas? Avec plaisir. Écoutez, merci beaucoup. Monsieur Guetta, merci beaucoup. On va peut-être clôturer cette conférence là-dessus. Est-ce que vous voulez avoir un petit mot de la fin? Merci de votre invitation. Surtout, merci à vous. C'était un échange très intéressant en petit comité qui sera largement rediffusé, je pense. Petit moment annonce pour les conférences que nous avons à venir. Le 3 mai, nous allons recevoir Pierre Moscovici sur faut-il rembourser la dette. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux et à la fin du mois. S'en chargera. À la fin du mois de mai, début du mois de juin, on aura tous les candidats qui concourent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue des régionales. Donc, Najat Vallaud-Belkacem, Andrea Cotarac, Fabienne Grébert et Bruno Bonnel. Voilà. Merci beaucoup à tous les participants. Encore merci, Monsieur Guetta, d'avoir été avec nous ce soir. C'était un grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt sur Place au Débat. À vous de même. Merci beaucoup, Monsieur Guetta. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.